Trinité et Tobago au nom de la communauté des Caraïbes. Ensuite, nous aurons l'Andorre et la prochaine organisation de la société civile. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je m'exprime au nom des 14 États membres de la CARICOM, la communauté des Caraïbes. Je remercie également Monsieur Sall de proposer ses services à la communauté internationale. Merci de nous avoir présenté votre vision stratégique. En ce qui concerne les régions, les questions thématiques, leadership, compétences, etc., Dara Mashold, ancien secrétaire général, a dit un jour, ce ne sont pas les grandes puissances qui ont besoin des Nations Unies pour leur protection, ce sont toutes les autres. Et à cet égard, l'organisation est d'abord et avant tout leur organisation. Et je suis convaincue de la sagesse avec laquelle l'organisation sera utilisée. Et durant tout mon mandat, je serai le serviteur de l'organisation dans l'intérêt de toutes ces autres nations tant qu'elles voudront que je le fasse. Fin de citation. Si vous êtes élu secrétaire général et les îles Salomon et les Palaos ont posé la même question, je vous invite à être précis dans votre réponse. Comment envisagez-vous le rôle des petits États dans le système des Nations Unies et quelles mesures concrètes est-ce que vous penseriez privilégier pour que leur voix soit bien entendue aux Nations Unies dans les processus de décision, notamment lorsqu'il s'agit de renforcer les synergies entre le bureau du secrétaire général et celui des États membres? Et je comprends bien que le premier port d'attache, si je puis dire, avec les États membres, ce serait les missions diplomatiques à New York. Et deuxièmement, quelles sont les réformes qui vous paraissent nécessaires pour que l'architecture des Nations Unies reflète les réalités mondiales actuelles sans saper sa capacité d'agir? Et comment améliorerez-vous la mise en œuvre des mandats de l'Assemblée générale et comment améliorer la coordination entre le bureau du secrétaire général, le comité spécial des opérations de paix, le Conseil de sécurité et les pays fournisseurs de contingents? Je vous remercie. Je remercie Trinité et Tobago qui s'est exprimé au nom de la CARICOM. Monsieur Sall. Merci beaucoup, monsieur le représentant de Trinidad et Tobago. D'abord, je voudrais saluer l'action de votre pays qui a été à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on n'a pas de grandes idées. Je voudrais donc saluer cette action. En ce qui concerne le rôle, enfin la répartition géographique, elle revient. Je pense avoir dit que j'en ferai une préoccupation majeure, puisque je sais que c'est une grande préoccupation pour les États membres. Il est clair que le bureau du secrétaire général devra aussi refléter la réalité du monde d'aujourd'hui, tout comme d'ailleurs le Conseil de sécurité devrait représenter la réalité du monde d'aujourd'hui. Tantôt, je n'ai pas eu assez de temps pour répondre à la question du Mali sur également la position africaine par rapport à la réforme du Conseil de sécurité. J'ai défendu cette position dans une autre vie en tant que président de mon pays. C'était le respect du consensus d'Iselweni. En tant que secrétaire général, mon rôle, c'est d'accompagner une réforme consensuelle et de faire en sorte que l'organisation, son Conseil de sécurité en particulier, soit le reflet du monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Bien sûr, cette réforme n'est pas simple parce qu'on le voit bien, depuis près de 30 ans, le sujet est sur la table. Mais il faut essayer de faire avancer l'agenda par consensus, tout en gardant à l'esprit la nécessité de préserver l'efficacité du Conseil de sécurité, de préserver également la crédibilité, parce qu'il faut que le Conseil aussi soit conforme à ce que le monde d'aujourd'hui est. Donc, il faut, oui, aller vers la réforme, mais il faut y aller prudemment et de façon consensuelle. Le secrétaire général travaillera dans cette perspective. En ce qui concerne maintenant le rôle des petits États, croyez-moi, je vous l'ai dit, j'entends bien ce cri de cœur et nous veillerons à ce qu'il y ait davantage d'équité sur les responsabilités. Et je demanderai d'ailleurs aux pays membres qui devront proposer des postes, pour chaque poste de proposer une femme et un homme, de sorte que le secrétaire général pourra plus facilement travailler sur
la balance du genre, mais aussi tiendra compte de la réalité géographique de chaque État membre. Je vous remercie. Thank you. I now give the... Merci. Je donne la parole à Londor au nom du groupe des ambassadeurs de la francophonie, ensuite la société civile et l'Autriche. La présidente, j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de 53 pays membres, 32 observateurs et 100 associés. Pour permettre d'autres à participer dans ce débat, je passe directement à vous poser des questions en sachant que vous êtes vraiment francophone. Vous avez déjà répondu sur le multilinguisme, mais nous avons encore des questions sur ce sujet. Depuis la publication du cadre stratégique pour le multilinguisme en mars 2024, aucune directive ou circulaire administrative opérationnelle n'a été adoptée. Dans ce contexte, quelle nouvelle impulsion entendez-vous apporter à la mise en œuvre de le cadre stratégique? Deuxième question. Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour rétablir une parité réelle entre les langues de travail du secrétariat, en particulier entre le français et l'anglais, et pour garantir que le multilinguisme soit pleinement intégré dans les activités liées à la paix, au développement et autres droits humains? Sur le multilatéralisme en réseau, nous avons deux questions. Dans un contexte où les défis globaux exigent une mobilisation élargie, quelle est votre vision d'un multilatéralisme en réseau permettant une participation plus structurée des institutions régionales aux côtés des États membres? Et finalement, comment comptez-vous valoriser les complémentarités opérationnelles avec ces acteurs, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, comme vecteur de mise en œuvre des trois piliers des Nations unies dans une logique de rationalisation des efforts et recentrage sur les priorités des Nations unies? Je vous remercie. I thank Je remercie Londor au nom du groupe de la francophonie, Monsieur Sac. Monsieur le représentant d'Andorre et en même temps de la francophonie, je vous salue. Sur le multilinguisme, je pense avoir déjà répondu, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que la charte a déjà indiqué sera appliqué pour ce qui concerne d'abord les langues de travail, mais également, j'ai dit que nous allons voir ce que nous pouvons apporter comme nouveauté, utilisant l'intelligence artificielle qui aujourd'hui peut beaucoup aider, sans coûter très cher, l'organisation à pouvoir vraiment, au-delà même de ces langues qui sont officielles, faire ce qu'il faut. Donc je regarderai quelles sont les mesures qui devraient être prises pour que ce cadre qui a été défini, le cadre stratégique, puisse être appliqué. Donc pour le moment, je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas l'état de ce dossier. En ce qui concerne maintenant, oui, les mesures concrètes pour l'équité entre l'anglais et le français, sur les langues de travail déjà, on va veiller à ce que ces langues, toutes les deux, soient présentes dans les documents, tout comme les services de l'interprétariat. Ensuite, maintenant, pour ce qui concerne le dernier aspect, la coopération entre les Nations Unies et l'OIF, je pense que j'ai déjà parlé cet après-midi de la nécessaire coopération entre l'ONU et les organisations régionales, tout comme les organisations sectorielles, comme, en tout cas multilatérales, comme l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'on partage les mêmes domaines, la démocratie, la médiation, la paix, et sur ces sujets, je crois qu'il peut y avoir des complémentarités. Ces complémentarités permettraient à l'organisation peut-être d'être moins présente partout, mais de travailler en étroite collaboration avec d'autres cadres, et ils sont nombreux ces cadres. Je crois que nous allons explorer toutes ces possibilités pour que l'organisation soit la plus efficace possible, mais qu'elle soit aussi complétée le plus possible par ces autres organisations partenaires. Thank you. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à la prochaine organisation de la société civile. Vu les problèmes techniques, la question sera lue. Il s'agit de l'association ANIF.
Agnedi Inyang Foundation. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Au nom de la Fondation, je vais vous lire des questions posées. Quelles sont les stratégies spécifiques que vous proposez pour remédier aux conflits actuels et prévenir les crises futures, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique et en Ukraine? Comment équilibrer les droits humains avec la nécessité de prévenir les atrocités? Merci. Monsieur Sall. Merci beaucoup, Madame la représentante de la société civile. Les stratégies spécifiques pour remédier au conflit, c'est vraiment ce que tous les États doivent faire. Un, c'est le dialogue entre voisins, c'est le respect de la souveraineté des États, c'est un principe sacro-saint, le respect de l'intégrité territoriale, et ce sont les mécanismes de médiation et d'alerte précoce. Ces actions doivent être permanentes, puisque prévenir des conflits vaut beaucoup moins cher que de leur apporter des solutions une fois que les conflits sont déclenchés. Donc partout, que ce soit en relation, comme je l'ai dit, avec les organisations régionales, avec la société civile, mais surtout avec tous les cadres de dialogue qui existent, nous devons faire une diplomatie préventive qui puisse éviter d'arriver à des conflits au sein des États, mais surtout entre États. De plus en plus, on assiste malheureusement à ces conflits entre États. Ça, c'est l'action permanente, la médiation et l'alerte précoce et la diplomatie préventive qui nous permettra d'éviter, autant que faire se peut, le déclenchement de conflits à grande échelle. Et pour la question des droits humains, bien sûr, je pense que nous devons, déjà là où l'ONU intervient avec des forces de maintien de la paix, des efforts ont été faits pour la tolérance zéro par rapport aux violations faites sur les populations locales, particulièrement sur les femmes, violations sexuelles et autres. C'est la tolérance zéro. Et ça va être poursuivi et renforcé. Nous devons aussi veiller à ce que le droit humanitaire vraiment l'action humanitaire prenne de plus en plus sa place dans ces zones de conflit pour venir en aide aux populations qui sont déshéritées et qui sont donc sans toit, qui n'ont pas de solution sur la santé, sur l'éducation, sur l'eau, etc., etc. Donc, vraiment, c'est une action collective. Le secrétariat va être celui qui impulse, mais ce travail se fera avec naturellement toutes les parties prenantes et surtout les États membres dans ce qui convient d'appeler l'action commune, l'action collective pour la paix dans le monde. Merci. Thank you. Merci, je donne la parole à l'Autriche, au nom du groupe des Amis de l'État de droit, puis le Royaume des Pays-Bas et puis l'Allemagne. Thank you, President Merci, Madame la Présidente. Kisal. I have the honor to speak. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de plus de 50 États membres du groupe des Amis de l'État de droit. Ces dernières années, nous avons observé des violations de certaines des dispositions les plus fondamentales de la Charte, y compris l'obligation de tous les États membres de s'abstenir dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à la force, ou à des atrocités généralisées commises, violant par là même le droit international. En plus de l'échec au Conseil de sécurité qui n'a pas pris de mesures adéquates pour réagir. Deux questions, donc, pour notre groupe. Quelles mesures préventives et proactives concrètes adopteriez-vous en tant que secrétaire général pour renforcer l'état de droit et pour éviter que les États membres ne violent les principes du droit international et de la Charte? Et deuxième question, et soyez précis s'il vous plaît, quelles mesures d'initiative de diplomatie préventive inaugureriez-vous? Je sais que la question vient d'être posée, mais je voudrais une réponse très très précise. Merci. Je remercie le représentant de l'Autriche au nom du groupe d'amis. Je vous en prie. Thank you, Madame Présidente. Merci beaucoup. Je suis représentant de l'Australie et du groupe des Amis de l'État de droit. Je voudrais rappeler que dans le contexte international actuel,
toute initiative qui réaffirme le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies est une initiative importante que je soutiens totalement. Le groupe des amis de l'État de droit, comme vous l'avez dit, vous êtes 50 pays, contribue utilement à promouvoir la sécurité juridique, le respect des engagements internationaux, l'égalité souveraine des États et surtout le règlement pacifique des différends. Donc ça, c'est vraiment la mission principale de l'ONU. Donc vous êtes vraiment des précurseurs, ou en tout cas des acteurs qui accompagnent l'organisation dans ce qui doit être son credo de tous les jours. Donc je reste profondément attaché au non-recours à la violence, à la force et surtout au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États membres, ainsi qu'à une application non sélective également du droit international. Cela, bien sûr, devra être rappelé chaque fois que nécessaire. Encore une fois, l'application incombera aux États. Mais nous ferons, nous, ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire c'est d'avoir la parole, de la prêcher et de la faire de façon indistincte, sans parti pris et sans double standard surtout. Voilà, je vous remercie. Oui, pour la prévention diplomatique, vous avez raison. L'action préventive va permettre peut-être d'anticiper et d'éviter d'en arriver à des crises. Donc il me semble qu'une action robuste sur le plan de la prévention et de la médiation devra nous permettre d'éviter d'arriver à des crises. Et si le dialogue est maintenu, je pense qu'on peut parfaitement éviter un certain nombre de crises. Je vous remercie. Merci. I now give... Je donne la parole au Royaume des Pays-Bas, au nom des pays du Benelux, puis à l'Allemagne, et puis ce sera au tour de la Suède. Merci Madame la Présidente. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des pays du Benelux, un partenariat regroupant le Luxembourg, la Belgique et mon pays, le Royaume des Pays-Bas. Je souscris aussi à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Je remercie Monsieur Sall de nous avoir fait part de sa vision et de répondre à nos questions. Nous pensons que l'ONU a besoin surtout d'un ou d'une secrétaire générale avec un passif en matière de leadership, capable de gérer une organisation complexe alors que les tensions géopolitiques et les pressions financières sont nombreuses. Nous attachons une importance toute particulière à un secrétaire général ou une secrétaire générale qui renforcerait la confiance dans le multilatéralisme et dans l'ordre juridique international, qui serait un esprit fédérateur pour les trois piliers et qui pourra contribuer proactivement à la prévention, à la consolidation de la paix et à la médiation. Dans le même temps, nous estimons qu'il faut aussi renforcer la situation et la durabilité financière de l'ONU, sa redevabilité, sa cohérence à l'échelle du système. Dans un contexte politique de plus en plus complexe, le rôle du secrétaire général en tant que pouvoir fédérateur a un devoir d'établissement de pont, de passerelle. Et pour cela, il faut être très attaché aux principes et aux valeurs de l'ONU, y compris les droits humains, l'état de droit et la redevabilité. Ce qui m'amène à mes deux questions. Tout d'abord, auriez-vous l'amabilité de nous dire comment, en tant que secrétaire général, vous allez défendre les principes et valeurs de l'ONU de façon cohérente, notamment lorsque, de temps à autre, il faudra prendre des décisions difficiles vis-à-vis des États membres. Ensuite, que pensez-vous de la composition de votre équipe de haut niveau, notamment le ou la vice-secrétaire général? Je sais que vous avez déjà présenté quelques réflexions, mais j'aimerais plus de précisions s'agissant de l'équilibre régional, hommes-femmes, et des qualités des uns et des autres, des unes et des autres pour soutenir vos priorités et vos compétences. Comment comptez-vous organiser tout cela? Je vous remercie. Je remercie la représentante du Royaume des Pays-Bas au nom des pays du Benelux et je donne la parole à M. Sall. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much, Madame the representative of the... Merci beaucoup. Merci à la représentante des Pays-Bas et du Benelux. Comme vous l'avez très bien dit, je crois que l'ONU a besoin d'un chef, d'une chef,
Et si je venais être élu, je respecterais stricto sensu la charte et bien sûr, la diplomatie ne se fait pas dans la rue. Au fil des déclarations dans les médias, je ferai de mon mieux pour travailler avec tous les États membres et surtout les membres permanents et les membres du Conseil de sécurité. En tout cas, et c'est une certitude, je ferai ce qui est mon devoir. Et je préciserai que tous les États membres ont l'obligation de suivre les règles. C'est là la diplomatie. Concerne la question financière, on l'a dit, pour la régler, c'est la confiance et c'est la réforme qui permettra d'amener ceux qui résistent encore pour cotiser, de le faire. Et ensemble avec les États membres, nous devons réfléchir sur des mécanismes de financement qui permettent la prévisibilité et surtout qui sécurisent le financement de l'organisation. Enfin, sur la composition de l'équipe, il y a une partie des départements qui relèvent du secrétaire général. Je vous ai dit, une attention particulière sera prêtée sur la répartition, non seulement géographique, mais également tenant compte des réalités de l'organisation. Ça veut dire concrètement qu'il y a des contributions qui sont quand même calibrées. Il faut tenir compte de cela, mais il faut tenir compte de la nécessaire répartition géographique, et cela sera le cas. Je crois que je ne peux pas en dire plus. Je vous ai dit, je ferai respecter le principe de la parité, et pour cela, les États seront sollicités pour chaque poste qui leur est dédié de nous présenter 2 profils, une femme qualifiée, ce qui existe dans tous les pays, et un homme également qualifié. Pour le reste, je ne peux pas en dire plus puisque au niveau de mes informations, je n'ai pas encore plus d'informations sur l'ensemble de l'équipe qui entoure le secrétaire général. Maintenant, nous avons les agences spécialisées. Ça, ce sont les États membres avec des mécanismes très précis qui définissent les règles de ces organisations, le choix. Et c'est souvent les États, à travers les régions, qui organise là aussi la sélection et l'élection des dirigeants de ces agences, des programmes, etc. Soyez assurés que je serai un secrétaire général vraiment équitable et qui travaillera dans la transparence avec tous les États membres. C'est l'engagement que je peux vous dire et que je tiendrai. Thank you. Merci. Je donne la parole à l'Allemagne au nom du G4.